Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a tweeté. Il veut annoncer en grand pompe le modèle Orion, son nouveau modèle, le remplaçant de GPT-4, le GPT-5, qui s'appellera Orion, qui est du coup synonyme d'une constellation d'hiver. Il nous a sorti un tweet énigmatique. J'adore être chez moi dans le Midwest. Le ciel nocturne est si beau, j'ai hâte que les constellations d'hiver se lèvent bientôt. Elles sont si belles. Il fait allusion du coup à la sortie de son nouveau modèle Orion, qui est une célèbre constellation d'hiver. Donc on aurait sûrement la sortie de GPT-5 avec le nouveau nom Orion, comme il avait fait pour l'allusion de son tweet sur le modèle Strawberry O1 qui est déjà sorti après l'été. Il avait mis j'adore être dans le jardin l'été et du coup allusion à la fraise, le modèle Strawberry qui signifie le modèle de la fraise pour le modèle O1. Cette fois-ci, il nous tease le modèle Orion. Pourquoi le modèle Orion? Avec le tweet, on peut du coup le décrypter. Il nous annonce du coup le ciel nocturne du Midwest, son enthousiasme à l'arrivée des prochaines constellations d'hiver et que ces constellations seront formidables. La mention des constellations d'hiver fait probablement référence à Orion, l'une des constellations d'hiver les plus reconnaissables. L'utilisation du mot bientôt pourrait donc prédire d'ici avant la fin de l'année le modèle, le remplaçant de GPT-4 qui a été renommé en Orion avec les améliorations des compétences de résolution des problèmes en raisonnement. Utilisation possible de la technologie Strawberry, qui est le modèle O1 ou O1 en français, pour résoudre des problèmes complexes comme des mathématiques avancées. Et la réduction potentielle des hallucinations et augmentation de la fiabilité. Vous savez qu'effectivement, l'IA n'est pas du tout fiable à 100%. Il y a toujours des problèmes d'hallucination. Et le contexte plus large, OpenAI a récemment présenté des modèles d'IA avancés au gouvernement américain, dont possiblement le modèle Strawberry, qui est le modèle O1. Le développement d'Orion s'inscrit dans une course à l'IA entre OpenAI et d'autres entreprises comme Google Mind et Anthropic. Et des spéculations suggèrent qu'Orion pourrait être jusqu'à 100 fois plus puissant que GPT-4. J'ai demandé du coup à Perplexity de nous faire un tableau comparatif des trois modèles. Alors, le modèle Orion serait en développement, mais il s'appuierait du modèle O1. Le modèle O1 Preview et le modèle O1 Mini sont aujourd'hui disponibles dans ChatGPT+. ChatGPT+, il est disponible pour les utilisateurs à O1 Preview, O1 Mini. Donc, le modèle O1 Preview et le modèle O1 Mini donc, sont disponibles dans ChatGPT+. Les différences sont les capacités principales, raisonnement avancé, entrée multimodale. Donc, on va pouvoir, du coup, avoir l'analyse du texte, des images, de la vidéo. Et on aura, du coup, un raisonnement beaucoup plus approfondi, puisqu'il va s'appuyer du modèle O1 Preview de la chaîne de pensée, avec un raisonnement plus approfondi sur différentes tâches. Décadisation, donc les tâches d'IA générale, compréhension du langage. On va pouvoir, du coup, traduire des susceptibilités sur la langue, sur différentes langues. Ça va être vraiment la nouveauté. O1 Preview, c'est des résolutions de problèmes complexes, tâches de raisonnement approfondies, du codage pour O1 Mini, la fenêtre de contexte, encore, on est à 128K, limite de sortie, O1 Preview, 32 000 tokens, la disponibilité n'est pas encore sortie, le collaboratif, limite d'utilisation, ChatGPT, non encore, voilà, ça c'est encore en développement, c'est le modèle Orion, donc du coup sera prévu pour cet hiver si on a bien compris le tweet de Sam Altman. Donc Orion est un modèle en futur en développement, la sortie anticipée mais pas encore annoncée officiellement. Orion est présenté comme le successeur potentiel de GPT-4 avec des capacités de raisonnement et de résolution de problèmes très avancées. Le modèle O1 a des capacités de raisonnement améliorées par rapport à GPT-4 mais reste une étape intermédiaire. Orion n'est pas encore disponible publiquement. Les modèles O1 sont accessibles via ChatGPT plus Team et l'API pour certains développeurs, donc le tier 5. Sachant que du coup, les limites ont été changées. J'ai demandé à ChatGPT de nous donner les différentes limites. Vous avez accès, si vous avez de la version ChatGPT plus ou l'API tier 5, donc ça veut dire que vous avez dépensé plus de $1000
dans l'API. Vous pouvez accéder à 50 messages par semaine pour le modèle qui a été étendu. J'ai demandé à Perplexity de mettre à jour ces données. Maintenant, sur le modèle O1 mini, c'est 50 messages par jour et le O1 preview, c'est 30 messages toutes les 3 heures. Sachant que sur Perplexity, ils ont intégré le modèle O1. Je peux vous montrer ici. Vous pouvez aller directement là. Ici, vous avez 10 requêtes par jour pour utiliser le modèle O1 mini dans Perplexity. La seconde actualité, c'est Microsoft a lancé une nouveauté dans Microsoft Copilot. Microsoft a annoncé Microsoft Copilot Wave 2. Dans Wave 2, on a les nouvelles fonctionnalités qui est le Copilot Page, donc une fonctionnalité comme Perplexity pour créer des pages Internet et de créer un espace collaboratif basé sur l'IA. Ici, il y a une petite démo de la version de Copilot Wave 2 avec les nouveautés. Voilà, ils ont précisé lors de l'événement de Microsoft à la rentrée ils ont annoncé Copilot Wave 2 avec la possibilité de créer des pages Internet. C'est un Perplexity bis à la sauce Microsoft. Donc on peut voir ici, là c'est sur la modèle Excel. Si je présente la version Page, on peut faire ses recherches. On peut faire ici, on a la démo. On peut aussi ajouter des agents IA. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est tout est dans l'écosystème de Microsoft. Donc, c'est permet de transformer le contenu généré par Copilot des documents modifiables et partageables, facilite la collaboration en temps réel entre les équipes. Il y a effectivement l'intégration des applications Microsoft 365, Excel, PowerPoint. Vous allez pouvoir du coup faire des présentations rapidement avec l'IA en simplement donnant une série une prompt qui va du coup vous donner voilà, ici avec PowerPoint, on va pouvoir simplement à partir d'un simple prompt pouvoir faire une présentation complète avec PowerPoint, donc dans l'écosystème de Microsoft. Ici, on va pouvoir aussi partager dans Word, faire aussi des résumés, des notes. Voilà, tous les outils Microsoft sont intégrés avec l'IA. Dans Teams également, pour faire des résumés avec Copilot Wave 2. Voilà, donc ça c'était une vidéo de review en anglais. Et aussi, donc on a les agents copilotes, possibilité de créer des agents IA personnalisés pour automatiser déjà des tâches. Les agents peuvent effectuer des processus allant de tâches simples à des opérations complexes. Et effectivement, les intégrations dans des flux de travail Microsoft 365. On a le modèle GPT-4o d'OpenAI qui est déjà intégré aussi également. Et on a les mêmes modules que Perplexity Page. Donc, c'est un Perplexity Page à la sauce Microsoft. OpenAI aussi a lancé sa version bêta de Search GPT. Donc, un prototype pour concurrencer Google sur la recherche. Aujourd'hui, c'est en bêta privée. Il y a 10 000 utilisateurs qui ont rejoint la bêta. Et il y a eu des premiers tests qui ont été effectués. Son prototype alimenté par l'IA, donc il combine effectivement les capacités des modèles GPT-3.5 et GPT-4 avec des informations en temps réel sur le web. La différence, c'est que du coup, donc il veut concurrencer Google ou Perplexity AI. OpenAI collabore avec des éditeurs. Donc ça. OpenAI officiellement. Donc j'ai demandé des news sur Search GPT. Donc Search GPT, le nouveau moteur de recherche d'OpenAI. Donc ils ont officiellement annoncé leur prototype de moteur de recherche alimenté par l'IA. Donc Search GPT combine les différents modèles GPT-3.5 et GPT-4 pour avoir des informations en temps réel sur le web. Le moteur fournit des réponses directes aux requêtes accompagnées de liens à des sources pertinentes, comme le fait Perplexity. Search GPT permet une interaction conversationnelle et peut répondre à des questions de suivi dans un contexte accumulé, comme le fait aussi Perplexity. Donc c'est un concurrent direct à Google et à Perplexity, comme Perplexity l'a pu agréger avec différentes sources. Donc ça va être un concurrent bis.
Le prototype est tellement avec un groupe restreint d'utilisateurs, donc là c'est fermé. On a eu quelques informations du coup j'ai demandé du coup de comparer SearchGPT avec Google. La force, c'est que du coup SearchGPT a une réponse conversationnelle contextuelle, il comprend le contexte, mais la force de Google, c'est forcément les données. La force aussi de Google, c'est qu'ils sont agrégés une quantité astronomique de données, et ce qui en fait une force par rapport à SearchGPT, qui n'a pas toutes les données qu'a Google, mais a un meilleur modèle d'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, ils sont bien avancés sur leur ChatGPT. Il n'y a pas capacité de fournir des explications détaillées, l'algorithme de classement sophistiqué via Google pour la partie indexation, l'interface conversionnelle intuitive, on a le fonctionnalité spécialisée en images et vidéos de Google, les faiblesses, effectivement, c'est la base de connaissances plus limitée, on a les risques d'hallucination et inexactitude, mais le modèle Orion permettra de pallier à ça. L'interface est moins conversationnelle au niveau de Google, moins efficace pour les recherches factuelles simples. Google est plus pertinent pour des réponses simples. On a une dépendance aux mises à jour du modèle pour les informations récentes. Difficulté à fournir des explications détaillées au niveau de Google. Ici, on a dressé un tableau avec les différentes forces et faiblesses des deux modèles. SearchGPT contre Google. Et ce qui en ressort, effectivement, c'est la quantité astronomique de données que Google a, ce qui en fait un modèle meilleur. SearchGPT, du coup, il y aura une meilleure compréhension du contexte et une interface une meilleure interface côté utilisateur, des réponses directes aux questions. On a la capacité à fournir des explications détaillées. Ici, on a le résultat en temps réel au niveau de Google, les intégrations avec d'autres services, effectivement, Google Maps, Gmail, etc., tout l'écosystème de Google. On a effectivement l'épreuve de l'algorithme qui a fait ses preuves côté Google, mais SearchGPT peut aussi, avec son prototype, permettre d'avoir des réponses pertinentes en fonction du contexte. Et effectivement, en faiblesse, il est une interface moins conversationnelle. On a la présence des publicités dans le résultat, moins efficace pour les recherches factuelles simples. Voici le petit résumé, ce que nous a fait Perplexity. Une autre activité sur Google, Google a dévoilé le modèle GameGen. GameGen, qu'est-ce que c'est GameGen? La nouvelle IA de Google pour les jeux vidéo. GameGen, c'est l'IA qui génère des jeux en temps réel. Donc développé par l'équipe de de DeepMind, Google Research et l'université de Tel Aviv. On est capable de générer du gameplay en temps réel à 20 images par seconde. Ça fonctionne sur une seule puce Google TPU. Utilise un modèle de diffusion pour prédire chaque image. Et ça a été testé sur le jeu Doom, recréé entièrement par l'IA. Donc là, je vous mettrai un lien d'une vidéo, effectivement, où là, Doom a été entièrement recréé par IA avec cette équipe de chercheurs. Ils ont du coup créé ce modèle-là. L'avantage potentiel, la réduction du temps et des coûts de développement des jeux. Et forcément, il n'y a plus besoin de développer. C'est l'IA qui charge de prédire les images en temps réel à 20 images par seconde. On a la création de nouveaux genres de jeux adaptatifs et dynamiques, démocratisation de la création de jeux pour les petits studios. Effectivement, il n'y a plus besoin de dépenser des millions à développer les jeux. Des petites équipes vont pouvoir faire des nouveaux projets. Et l'application du gaming, dans la réalité virtuelle, les véhicules autonomes, etc. Il y a encore des défis à relever, bien sûr. L'amélioration des performances pour les jeux modernes plus complexes. Développer un moteur IA plus polyvalent à différents types de jeux. Alors, j'ai demandé aussi à Perplexity quel autre jeu pourrait bénéficier de la technologie GameGen. Alors, il nous fait des jeux rétro remis au goût du jour, Pac-Man et Space Invader, Super Mario Bros, GTA en IA, ça peut être aussi, d'ailleurs, qui va bientôt sortir la version 6. Minecraft, oui, on avait déjà vu avec des agents autonomes, mais avec le technologie Game Engine. Des jeux de rôle adaptatifs, on a The Elder Scrolls, Pokémon, des simulations pluralistes, les Sims, Fight Simulator. Dans l'actualité du jour, on a Mistral qui a sorti son nouveau modèle Pixtral 12B, qui est un modèle qui est un modèle multimodal, qui va pouvoir du coup
qui va pouvoir lire donc ce modèle open source, qui va pouvoir lire les différentes images, des différents textes, des différents des différentes son modèle multimodal. On a des news côté français. On a des news côté français. On a des news côté français. La startup Mistral AI a lancé son nouveau modèle, le Pixtral 12B, qui est un modèle multimodal. Pixtral 12B, donc il va pouvoir traiter à la fois du texte et des images. Il est capable d'analyser du texte, synthétiser des images fournies par les utilisateurs. Le modèle est intégré à la plateforme Le Chat de Mistral AI. Donc tout forme d'images, PDF, JPEG. Et ils ont sorti aussi donc le modèle Pixtral 12B. Donc c'est un modèle open source avec 12 milliards de paramètres multimodal décodeurs basé sur le modèle Mistral Nemo. On a 400 millions de paramètres de vision encodeur qui ont été entraînés depuis zéro. On peut traduire aussi si on veut la page. Et on a différents benchmarks qui comparent entre Claude 3 IQ, Gemini Flash, et on a des performances qui a été conçu pour remplacer Mistral Nemo 12B. On a les protocoles d'évaluation. Je vous mettrai effectivement le lien dans la description. L'avantage, c'est que ils ont sorti aussi comme actualité. Ils ont sorti aussi une offre pour les développeurs, donc pour pouvoir tester gratuitement via l'API de Mistral, un niveau gratuit, un free tiers permettant aux développeurs de tester et prototyper avec les modèles de Mistral gratuitement, tant que c'est pas en production. Il y a aussi une réduction significative des prix d'accès au modèle API, jusqu'à 50% pour certains modèles. Et effectivement, ces nouveautés permettent de concurrencer les modèles concurrents comme OpenAI et Google pour la privacy des données, vu que c'est une startup française. Et on apprend aussi qu'ils ont levé 600 millions d'euros et il y a Microsoft qui a investi 15 millions d'euros, et ça peut être une bonne alternative européenne aux géants américains de l'IA. Au niveau de Meta, on apprend que Meta a entraîné son modèle avec toutes les données de Meta, de Facebook, Instagram, depuis 2007. Donc, on apprend de theverge.com que donc, si vous ne résidez pas dans l'Union européenne, vous n'avez pas la possibilité de désactiver les paramètres de formation de l'IA qui maintiennent les publications Facebook, Instagram publiques. Donc là, on s'en apprend, c'est que toutes les données du modèle, toutes les données publiques ont été récupérées par Meta pour entraîner les modèles de Meta, donc le modèle Llama. Mais effectivement pas les données privées, il y a que les données publiques, donc ce qui est normal. De toute façon, c'est dans les conditions générales d'utilisation du service. Dans l'actualité du jour, on apprend aussi que Meta a admis avoir utilisé les données publiques des utilisateurs de Facebook et Instagram depuis 2007 pour entraîner ces modèles d'IA. Donc Meta a effectivement admis avoir utilisé les données, mais c'est uniquement des données publiques, c'est pas des données privées. Donc tout ce que vous partagez sur votre fidélité sont repris pour entraîner les modèles d'IA, comme les publications publiques, les commentaires publics et les photos publiques. Tout ce qui est privé et restreint ne sont pas utilisés dans les modèles IA. Donc c'est voilà, ce qui a été reproché à Meta, c'est une absence de consentement explicite. Cette collecte de données a été effectuée dans le consentement explicite des utilisateurs. De nombreuses personnes n'étaient probablement pas conscientes que leur contenu serait utilisé de cette manière, en particulier ceux qui ont publié en étant mineurs et sont devenus adultes depuis. La différence, effectivement, géographique, ça dépend si vous êtes en Europe ou aux États-Unis. Les autres régions comme les États-Unis ou l'Australie, les utilisateurs n'ont pas d'option de refus s'ils souhaitent garder leur publication publique. Donc nous, on a la chance de pouvoir garder notre protection sur les données sur les utilisateurs européens. Donc on a la possibilité de refuser cette utilisation grâce au loi locale sur la protection de la vie privée. Donc il y a une option qui est possible pour pouvoir désactiver ces données via les modèles de Meta. Donc option limitée pour les utilisateurs. Voilà cette news sur Meta.
Donc depuis 2007, ils ont donc ça va faire la force d'un bon modèle puisqu'ils ont énormément de données aussi de leur côté. Au niveau des outils, on a Adobe qui a annoncé le modèle Firefly, donc texte de vidéo. Donc c'est un outil d'IA générative pour la création d'images, de textes et de vidéos. Et donc il est intégré à Adobe, donc à la suite Adobe, donc comme Photoshop, Illustrator et Premiere Pro. Il permet de générer des images, des effets de texte et des vidéos à partir de descriptions textuelles. Donc, on a ça directement intégré dans Photoshop et dans Illustrator. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il est donc important. Il a été conçu pour un usage commercial sûr, puisqu'il est entraîné sur des modèles qui n'ont pas été récupérés sur YouTube ou des choses comme ça, qui ont été entraînés sur des données autorisées. Donc, les créateurs ont donné leurs droits pour pouvoir utiliser leur source de vidéos ou de création pour pouvoir entraîner les modèles. Il inclut des crédits génératifs pour les abonnés Creative Cloud et ils ont dépassé les 12 milliards de générations avec Firefly. Et le modèle vidéo Firefly sera lancé en version bêta d'ici fin 2024. Il y a eu effectivement des crainte au niveau utilisateur, puisque à chaque fois qu'on voulait utiliser Adobe, il y avait un message d'acceptation pour les conditions générales d'utilisation du service. De nombreux utilisateurs ont mal interprété les changements, pensant qu'Adobe s'octroyait le droit d'accéder et d'utiliser librement de leur contenu. Crainte que cela que viole la confidentialité des projets sous NDA, inquiétude. Donc Adobe a précisé que du coup a reconnu un manque de clarté dans la formulation initiale. L'entreprise a publié plusieurs articles sur le blog. Donc, principaux changements et clarifications sur les conditions générales d'utilisation du service. Donc, Adobe affirme explicitement ne pas utiliser les contenus des utilisateurs pour entraîner ces IA génératives, sauf Adobe Stock. Distinction entre les contenus locaux et cloud avec des règles d'accès différentes. Explication plus détaillée des raisons d'accès au contenu, modération, amélioration des services. On a du coup l'impact ici qui a été l'annonce qui a été faite d'Adobe. Donc on va demander Perplexity. Donc résume avec des points clairs, avec des points précis. Résume les points principaux. Donc la nuance, c'est que ils vont utiliser. Donc Adobe affirme ne pas exploiter les contenus des clients pour entraîner Firefly. Il y a eu du coup une confusion sur l'annonce des CJUV, mais du coup, de nombreux utilisateurs ont mal interprété les changements, pensant qu'Adobe s'octroyait le droit d'accéder et d'utiliser librement leur contenu, ce qui n'est pas le cas. C'était uniquement certains modèles pour des raisons de modération. Crainte que cela indique Adobe a reconnu, l'entreprise a publié de nouvelles conditions plus claires. Donc, Adobe a affirmé qu'on ne peut pas utiliser le contenu des utilisateurs pour entraîner ces IA génératives. C'est du coup les créateurs qui donnent le droit, et donc du coup, Adobe paye un droit pour pouvoir entraîner ces modèles sur des contenus choisis. Donc, c'est du coup un entraînement éthique, contrairement à OpenAI, qui, je pense, vous saura, qui a scrappé pas mal de vidéos YouTube pour entraîner ces modèles. On a une nouvelle aussi sur le modèle Notebook. Une annonce aussi sur l'outil Notebook LM qui permet d'organiser ses notes et de collaborer avec un assistant virtuel au sein de Notebook LM. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir déposer un PDF entièrement sur l'interface Notebook LM, chatter directement avec un PDF, construire un résumé, construire aussi, donc la nouveauté, c'est que Notebook LM a sorti le modèle audio. Ils ont appelé ça le modèle Audio Overview, qui permet donc de transformer les documents textuels. Donc, on peut mettre plusieurs documents relatifs et poser des questions. Et automatiquement, il va en faire un podcast. Et avec 2 autres d'IA qui vont discuter sur le contenu et les documents de source téléchargés. Donc, c'est vraiment intéressant si vous voulez du coup avoir une façon plus facile plus légère de comprendre des documents assez complexes à écouter, à appréhender. Vous allez pouvoir créer un podcast
entièrement à partir de documents PDF ou des documents Google Docs ou autres documents textuels. Et c'est en quelques minutes et téléchargé pour une écoute hors ligne. Donc c'est intéressant si vous voulez vous balader en marchant, lire, en audio, avoir des PDF assez complexes avec deux autres IA qui discutent sur le contenu des documents. Donc ça permet d'assimiler l'information, particulièrement utile pour ceux qui apprennent mieux en écoutant, permet de digérer facilement le contenu de recherche en déplacement, donc ça c'est vraiment pas mal, rend l'apprentissage et la recherche plus interactif et engageante. L'avantage du notebook LM, c'est du coup un outil dans Google. Pour l'instant, c'est en anglais, mais ça va rapidement, à mon avis, extendre à plus de 200 pays, puisqu'aujourd'hui c'est pris en charge par 200 pays et plus de 800 langues. Il va y avoir aussi l'ajout du support des présentations Google Slides et des URL web. On va pouvoir récupérer directement, scraper des sites avec une URL. Et effectivement, c'est intégré à l'IA de Google qui est le Gemini 1.5 Pro. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse un tuto complet de Notebook LM. Et on va passer à la dernière actualité, une actualité un peu plus légère qui est un robot NeoBeta. NeoBeta qui a sorti, qui est la société 1X, qui a sorti un prototype d'un robot pratiquement humain, un bipède NeoBeta, le tout robot humanoïde créé par l'entreprise norvégienne 1X Technologies, un robot destiné à assister les humains dans les tâches quotidiennes de la maison, comme faire du café ou ranger la vaisselle. Il fait 1m65 ce robot. Il fait 1m65. Il fait 30 kg. Il a une capacité de charge de 20 kg. Il marche à 4 km/h. Il peut aller jusqu'à 12 km/h et une autonomie de 2 à 4 heures. Il peut faire le café, ranger la vaisselle, ramasser, transporter des objets, ouvrir des portes, nettoyer des surfaces. On a ce petit en haut, on peut voir une démonstration. Vous voyez, c'est vraiment, on croirait que c'est un mannequin qui fait la démonstration, mais c'est bien un robot. Donc, c'est assez bluffant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si un jour vous aurez besoin d'un robot pour faire votre vaisselle ou faire votre café, peut-être qu'un jour ce sera disponible. Et si on demandait à Perplexity quel serait le coût de ce robot, ah oui, j'ai demandé donne les sources sur l'objectif de produire des millions d'unités d'ici 2028 à un prix accessible. Et donc là, Perplexity m'avait répondu. Nous prévoyons, donc le PDG de 1X, Bernd Bornisch, a déclaré: nous prévoyons des milliers de robots en 2025, des dizaines de milliers en 2026 et des centaines de milliers en 2027, soit des millions en 2028. Il a aussi indiqué que le prix de NeoBeta serait comparable à celui d'une voiture relativement bon marché. On parle d'un prix abordable équivalent d'une voiture relativement bon marché, donc pour avoir des prix assez équivalents. Donc ça vous donne à peu près à la place d'avoir une voiture, peut-être avoir un robot. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, à la prochaine.